les objectifs d'audit, parce que je vous avais dit normalement, lorsqu'on parle de typologie, soit on peut réaliser un audit de conformité, de régularité, pour savoir est-ce que l'entreprise est conforme, bien sûr, à la réglementation en vigueur. On va voir après comment. Ou bien tout simplement, est-ce que le travail effectué dans l'entreprise respecte réellement le règlement interne de cette dernière. Donc ça, c'est le rôle ou bien ce qu'on appelle l'audit de régularité et de conformité. Par contre, au niveau de l'efficacité, on va juger l'efficacité des opérations, d'accord? Ou bien tout simplement, ça peut être aussi un audit de performance pour juger la qualité de ce qu'on fait. C'est-à-dire, est-ce que tout ce que pratique l'entreprise lui permet réellement de tendre vers ce que j'appelle une amélioration continue et une performance durable. Aujourd'hui, on va voir les axes d'audit, c'est-à-dire l'audit peut porter sur quoi? S'il vous plaît. Pour ne pas avoir de confusion par la suite, vous allez prendre une feuille et vous allez suivre avec moi parce que je vais essayer de vous schématiser ça. Allez-y, vous prenez une feuille tous et vous essayez de suivre avec moi, vous écrivez ce que je vous dis. Très bien. Donc, normalement, lorsque je parle d'un audit, OK, la première subdivision, je peux parler d'un audit interne ou un audit externe. Un audit interne, je pense, je vous l'avais dit hier, c'est un audit réalisé par un auditeur qui est salarié au sein de l'entreprise. C'est-à-dire l'auditeur travaille chez l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise, elle a un poste d'auditeur interne et donc l'auditeur, il est lié à l'entreprise par un contrat de travail. Lorsque je dis audit externe, la seule différence, c'est que l'auditeur externe n'est pas lié à l'entreprise par un contrat de travail, mais elle est liée à cette dernière par un contrat de prestation de service. C'est-à-dire l'auditeur, il est dans un cabinet d'audit et il peut exercer une mission d'audit au sein de l'entreprise, bien sûr, suite à un contrat de prestation de service. S'il vous plaît, est-ce que vous avez cerné cette première différence? Là, c'est Oui, très important. Parfois, c'est ce qu'on a comme une confusion. oui, Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Madame, Oui, madame, s'il vous plaît, répétez le premier audit. l'audit interne. L'audit interne, c'est un examen, c'est-à-dire c'est un audit qui sera réalisé par un auditeur qui est salarié au sein de l'entreprise. C'est-à-dire l'auditeur, dans ce cas, qui va faire la mission d'audit, il est lié à l'entreprise par un contrat de travail. C'est un salarié, c'est-à-dire comme l'entreprise, elle a un comptable, elle a par exemple un directeur commercial, elle a par exemple un vendeur, elle a par exemple un directeur financier, elle peut avoir un auditeur interne chez elle. Donc, l'auditeur, c'est un salarié. Vous allez voir après, je fais cette différence. Normalement, cette différence, c'est vrai que sur le plan légal, c'est-à-dire le plan réglementaire, il ne va pas impacter l'objet d'audit, mais parfois, ça peut nous donner certaines limitations ou bien certaines restrictions. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre pour le moment, que l'auditeur interne est un salarié, tout simplement. Alors que lorsque je dis l'auditeur externe, tout simplement, il est extérieur à l'entreprise. Ça veut dire quoi? Lui, normalement, il travaille dans des cabinets ou bien il a un cabinet et donc il va réaliser des missions d'audit comme un prestataire de service. Si vous voulez, c'est comme un notaire, un avocat, un médecin de travail, ce que vous voulez. D'accord? C'est-à-dire, il n'est pas lié à l'entreprise par un contrat de travail, mais il est lié à l'entreprise, bien sûr, par une convention ou bien un contrat de prestation de service. L'entreprise doit être cliente de ce cabinet-là, par exemple. Très bien. Donc, ce que fait l'auditeur interne, c'est ce que peut faire un auditeur externe. يعني بغيت نقولوا interne, externe, ça ne touche pas à ce qu'on fait, mais tout simplement à la qualité de l'auditeur. Est-ce que l'auditeur est interne ou bien l'auditeur est externe? Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, toujours dans les examens, je vois que vous avez des confusions entre les deux. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ça va? oui, madame. Oui, Très madame. bien. Donc, Oui, madame. suivez avec,
Parfait. Oui, madame. Donc, d'abord, l'audit interne, externe. D'abord, la différence, j'ai dit, soit c'est un salarié, soit c'est un prestataire de service. Bon, ce qu'on va voir maintenant, c'est les différents axes d'audit, mais sachez très bien, ça peut être soit interne, soit externe. Donc, la première des choses, lorsque je dis audit, je peux parler d'un audit contractuel ou d'un audit légal. C'est le deuxième axe. C'est quoi un audit contractuel? Ça veut dire ici, c'est l'entreprise elle-même qui va demander une mission d'audit. Je donne un exemple très simple. Supposons une entreprise n'a pas un auditeur interne, ou bien elle peut avoir un auditeur interne, mais parfois elle a besoin d'avoir, je dirais, une appréciation en externe. L'essentiel, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Supposons qu'il y a une anomalie. Par exemple, l'entreprise a un problème de paiement, par exemple, des dettes à court terme. Donc, on dit un paiement pour honorer ses échéances à court terme. Elle ne comprend pas d'où vient le problème. Elle peut donc demander à l'auditeur de faire une mission d'audit sur la trésorerie. Dans ce cas, l'entreprise va faire appel, bien sûr, à un cabinet d'audit. OK? Donc, l'auditeur, il va exercer cette mission pour le compte de l'entreprise. Il va lui donner un rapport, il va recevoir sa rémunération. Voilà. Donc, je dis ici que l'audit, il est contractuel, c'est-à-dire c'est un contrat entre la société auditée, c'est elle qui est le mandataire, c'est-à-dire c'est elle qui a déclenché la mission d'audit, et entre l'auditeur qui a exercé la mission d'audit. Par contre, lorsque je dis l'audit légal, ici, qu'est-ce que vous allez comprendre? Lorsque je dis légal, c'est-à-dire il aura une certaine, si vous voulez, force de loi. C'est-à-dire ici, c'est l'audit qui va être fait par un organe de tutelle sur l'entreprise. Par exemple, si je prends le cas des banques, vous savez que Banque El Maghrib, il peut auditer les banques. Lorsque Banque El Maghrib va auditer une banque, par exemple, ce n'est pas contractuel, mais c'est parce que Banque El Maghrib, elle a une autorité sur ces banques, c'est-à-dire il y a c'est-à-dire une tutelle, c'est-à-dire un pouvoir légal. C'est le cas aussi, par exemple, de l'audit effectué par les commissaires aux comptes. Parce que vous savez que dans les sociétés anonymes, on a l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Donc, le fait d'avoir un audit dans une société anonyme, surtout l'audit comptable et financier, c'est un audit légal parce qu'il est imposé par la loi. Je peux dire aussi, par exemple, l'audit effectué par la Cour des comptes sur certaines organisations, parce que la Cour des comptes, elle a un pouvoir légal. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque je dis un audit légal, c'est un audit qui est réalisé par un organe de tutelle, c'est-à-dire quelqu'un qui a c'est-à-dire une autorité sur une entité, donc il peut auditer cette entité. Si vous voulez, l'audit légal, parfois il y a des points communs avec l'inspection, tout simplement. Parce que ici, l'audit légal, il doit vérifier, par exemple, est-ce que l'entité auditée respecte ce qu'on lui donne, respecte la réglementation, respecte les procédures et ainsi de suite. Par contre, lorsque je dis l'audit contractuel, l'auditeur et le mandataire sont liés par un contrat. C'est-à-dire celui qui déclenche l'audit, ce n'est pas un organe d'autorité, mais c'est l'entreprise elle-même. C'est clair, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Oui, essayez de cerner les questions. Oui, je vous écoute. L'audit légal, est-ce qu'il est imposé par la loi ou bien par un supérieur et comme le cas de Banque El Maghrib? Il y a des audits qui sont, je ne dirais pas imposés par la loi, mais imposés par la réglementation en général. La réglementation du métier. Est-ce que vous avez compris? Par exemple, lorsque je parle du secteur bancaire et je vous dis même sans aller à la banque, à Banque El Maghrib par exemple, je peux vous dire la banque, le siège, il peut auditer les agences parce que vous avez des agences bancaires et vous avez le siège.
Et vous savez que la banque, parfois, a les auditeurs au niveau du siège. C'est l'audit interne, parce que toutes les banques ils doivent avoir un audit interne. L'audit interne, il peut exercer, par exemple, une mission d'audit au niveau des agences. Ça, c'est un audit légal. Toujours, c'est qu'il faut quelqu'un qui est autorité qui va auditer l'autre. Est-ce que c'est clair? Par contre, l'audit contractuel ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire, moi, l'audité, c'est moi qui va demander à l'auditeur de m'auditer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va demander, bien sûr, à l'auditeur de l'auditer. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. Très bien. Donc, lorsqu'on parle de l'audit légal, c'est le cas des commissaires aux comptes. D'ailleurs, pourquoi je dis les commissaires aux comptes? Parce que le commissaire aux comptes, ils réalisent leur mission en vertu de la loi. C'est la loi sur la société anonyme. Parce que ici, vous voyez la réglementation. C'est-à-dire, c'est la loi sur la société anonyme qui exige à ce que toute société anonyme doit avoir au moins un commissaire aux comptes. Donc, le fait d'avoir un commissaire aux comptes, d'ailleurs, le commissaire aux comptes, il est là pour quoi faire? C'est pour protéger les intérêts des actionnaires. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise, elle travaille bien sûr, je dirais, pour l'intérêt de ses actionnaires. C'est ce qu'on va voir par la suite. OK? Par contre, un audit contractuel, ça veut dire c'est moi l'audité. C'est moi qui va chercher l'auditeur. C'est-à-dire, j'ai le choix d'aller, par exemple, à n'importe quel cabinet et signer un contrat pour devenir cliente de cet atelier-là, de ce cabinet-là, pour qu'il m'audite en cas de besoin. Est-ce que vous avez compris? C'est un contrat de prestation de service. Bien. Donc ça, c'est le deuxième axe. Je vais passer au troisième. Maintenant, lorsque je dis l'audit, OK? Ça peut être soit un audit comptable ou financier. Lorsque je dis audit comptable ou financier, qu'est-ce que vous comprenez là? Que l'objet de l'audit, c'est la comptabilité. D'accord? Ça veut dire, l'auditeur dans ce cas, il va vérifier la comptabilité pour statuer sur quoi? Pour statuer sur la qualité de l'information comptable. Parce que vous savez que la comptabilité, normalement, est régie par la loi. OK? Donc, le fait que la comptabilité est un outil d'information pour toutes les parties prenantes, ça veut dire, c'est qui ces parties prenantes? C'est l'État, parce que l'État a un droit sur l'entreprise en matière d'impôts. Donc, l'État a intérêt à savoir les informations sur la qualité je dirais, de sa comptabilité pour ne pas avoir, si vous voulez, des situations de fraude fiscale, d'évasion fiscale et ainsi de suite. Il y a les actionnaires. Vous savez que les actionnaires sont des investisseurs au sein de l'entreprise, donc ils ont intérêt à savoir la réalité sur ce que fait l'entreprise parce qu'ils vont toucher des dividendes. Vous avez les banques, parce que les banques, le fait qu'ils financent les entreprises, donc ils ont intérêt à savoir est-ce que l'entreprise, elle présente des indicateurs de solvabilité. Vous avez par exemple les organismes sociaux, c'est parce que l'entreprise paye les cotisations sociales. Vous avez les fournisseurs, vous avez les autres créanciers. Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Que le fait que l'entreprise entretient des relations avec des parties prenantes, c'est-à-dire les éléments de son environnement ou bien des acteurs de son environnement, comment ces parties prenantes peuvent avoir une idée sur l'entreprise? C'est à travers la comptabilité. Donc, lorsque je parle de l'audit comptable et financier, on va chercher les critères suivants. Je vais vous le dire après, maintenant, mais s'il vous plaît, on va les détailler élément par la suite. Donc, normalement, la comptabilité, comment elle doit être? Si je vous demande ça, par exemple. Lorsqu'on parle de la comptabilité, vous savez que vous faites toute une démarche comptable, vous faites tout un ensemble de travaux comptables, mais en fin de compte, les documents de synthèse, qu'est-ce qu'ils doivent refléter? La réalité de l'entreprise. Ils doivent. Comment on appelle ça, s'il vous plaît, en comptabilité? La réalité, oui, de ce qu'on fait. Mais comment on appelle? Vous avez une terminologie comptable. Madame, Une image claire sur le patrimoine de l'entreprise. C'est l'image fidèle. Il y a une seule notion, s'il vous plaît. C'est l'image fidèle. On l'appelle comme ça. D'ailleurs, ça existe dans la loi comptable et de l'Code général de normalisation comptable. On dit que normalement, la comptabilité de l'entreprise doit refléter l'image fidèle.
lorsqu'on dit refléter l'image fidèle, s'il vous plaît, cette notion, là, c'est une notion universelle, internationale, c'est-à-dire même au niveau des normes IFRS. L'information financière doit refléter l'image fidèle. Or, l'image fidèle, c'est quoi? C'est-à-dire, vous comprenez que ça doit traduire ce qu'on fait réellement au sein de l'entreprise. Donc, on va chercher les critères suivants. Le premier critère, c'est la régularité. Ça veut dire, on doit chercher à savoir est-ce que la comptabilité est régulière. Qu'est-ce que ça veut dire régulière? Est-ce qu'elle est conforme aux principes comptables? D'accord? Bien sûr, après, on va voir ces principes comptables. C'est comme ça que l'auditeur peut faire son travail. Donc, pourquoi? Parce que vous savez que tout ce qu'on fait dans la comptabilité, c'est vrai qu'au niveau, par exemple, de S1, S2, surtout, on s'est intéressé beaucoup au volet technique pour vous montrer la technique comptable. Mais à votre niveau maintenant, il faut savoir que la comptabilité, ce n'est pas seulement un ensemble de techniques, mais la comptabilité, c'est une vraie discipline. C'est-à-dire, lorsque je fais la comptabilité, vous savez très bien que qu'est-ce qu'on vous dit, par exemple? Comment vous pouvez savoir ou maîtriser la comptabilité? On vous dit, par exemple, une opération telle, par exemple, la comptabilisation des provisions, voilà ce qu'il faut respecter pour l'avoir. La comptabilisation des amortissements, voilà les critères qu'il faut respecter pour faire, si vous voulez, les opérations relatives à l'amortissement. La facturation, c'est comme ça. Les effets de commerce, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, on a procédé par des techniques d'apprentissage. Mais toutes ces techniques émanent de quoi? Émanent du fait que nous avons des principes comptables. Ces principes, on doit les respecter. Et sachez que dans chaque opération ou écriture comptable, alors on doit respecter un certain nombre de principes comptables. OK? Donc, lorsque je parle de la régularité, il faut vérifier est-ce que l'entreprise a respecté le principe comptable correspondant. Sinon, d'accord, je peux dire que l'opération n'est pas régulière et donc il y a une certaine irrégularité comptable. Je vais vous donner un exemple très simple, sachant que je vais revenir sur les principes après, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de clarté. Vous connaissez ce principe? Je ne sais pas si vous avez vu les principes, non? Oui, madame. Oui. Très bien. Le principe de clarté. Normalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce principe nous dit que chaque opération réalisée par l'entreprise doit se traduire par une écriture comptable, c'est-à-dire un enregistrement dans un compte qui va avoir un intitulé adéquat. C'est-à-dire, c'est le vrai intitulé du compte. C'est-à-dire, je ne pourrais pas, par exemple, faire achat de matières premières et je vais la mettre dans charge de personnel avec le numéro de compte adéquat. C'est-à-dire, il faut respecter la nomenclature comptable. Et bien sûr, avec le montant exact, c'est-à-dire sans majoration et sans, bien sûr, je dirais, réduction ou bien de valeur. Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Si je prends ce principe, le fait lorsque vous avez une opération, vous allez chercher le compte en intitulé, en numéro, et vous allez essayer d'imputer le montant conformément aux pièces justificatives, ça veut dire que vous respectez le principe de clarté. Deuxième volet de ce principe, c'est qu'on ne doit pas compenser entre produits et charges, actifs et passifs. Je vous donne un exemple tout simple, pour vous expliquer. Supposons qu'une entreprise, par exemple, elle a acheté des matières premières auprès d'un fournisseur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Achat de matières premières, par exemple, une valeur de 1000 dirhams. Mais en même temps, l'entreprise a vendu à ce fournisseur des produits finis d'une valeur de 1000 dirhams. Donc, qu'est-ce que vous constatez là? Qu'en même temps, l'entreprise a réalisé deux opérations. Une opération d'achat auprès d'un fournisseur X, une opération de vente à ce même fournisseur X, avec la même valeur. Ça veut dire si je veux calculer l'incidence sur le résultat à quoi est égal? Produit moins charge. Je vais trouver dans les produits 1000
Et dans les charges, 1000. Donc, l'incidence sur le résultat, c'est 0. Vous suivez avec moi? Hein? Oui, madame. Oui. Très bien. Mais l'entreprise, dans ce cas, n'a pas le droit de faire la compensation. C'est-à-dire, je ne vais pas dire la chose suivante. Le fait qu'on a acheté et on vendu, c'est-à-dire on a échangé, si vous voulez, parce que celle-là, c'est une opération d'échange. C'est bedoul. On a échangé un lot de produits finis contre un lot de matières premières de la même valeur. C'est-à-dire, je peux dire que ce n'est pas la peine de comptabiliser l'opération vu l'incidence, c'est 0. Non, je dois comptabiliser l'achat tout seul et je dois comptabiliser les ventes toutes seules. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est le principe de clarté. Supposons maintenant un auditeur, par exemple, lorsqu'il vérifie l'opération, il constate que dans le cas d'échange, l'entreprise a fait la compensation. D'accord? Bien sûr, qu'est-ce qu'il va dire ici? Il va dire que l'opération comptable n'était pas régulière ou bien n'était pas conforme à la loi et conforme au principe comptable. Donc, c'est ça ce que j'appelle la régularité au niveau de l'audit comptable et financier. C'est-à-dire, est-ce qu'on a respecté la loi comptable et les principes comptables? Bien sûr, maintenant, je dis que les principes, mais après, on va voir en détail, c'est qui parfois, on peut avoir des dérogations de ces principes. C'est-à-dire, lorsque je dis dérogation, autrement dit, je peux, c'est-à-dire me passer de ces principes, mais toujours dans le cadre de la légalité, c'est-à-dire en respectant la loi, parce que c'est la loi qui me donne la possibilité de déroger. OK? Très bien. Donc ça, c'est l'audit de la régularité. Deuxième étape, toujours pour chercher l'image fidèle, après la régularité, qu'est-ce que je vais chercher? La sincérité. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire une opération sincère? On a posé les vrais montants. On a posé les vrais montants. Très bien, c'est-à-dire vous avez les vraies valeurs. Mais avant de dire les vrais montants, déjà, il faut que l'opération soit une opération réelle. Ce n'est pas une opération fictive. Est-ce que vous avez compris? Par exemple, quand je parle achat de marchandises, pour simplifier s'il vous plaît, achat de marchandises, il faut vérifier tout d'abord, avant de vérifier le montant, est-ce que c'est le vrai montant? Il faut vérifier est-ce que l'achat tout d'abord, c'était un achat réel. Comment on va vérifier l'achat réel, bien sûr? C'est à travers les pièces justificatives, mais en même temps, oui, pardon? À travers les factures, madame, les pièces justificatives. Il n'y a pas que les factures. C'est ça ce que j'aimerais que vous sachiez. C'est vrai, au niveau de la comptabilité, on vous parle de la facture, mais on audite un auditeur pour faire bien son travail. Et d'ailleurs, même au niveau, voilà. Et d'ailleurs, même en pratique, si vous voulez, au niveau comptable, on ne va pas comptabiliser seulement sur la base de la facture. C'est-à-dire, je reviens ici à une opération d'achat. Normalement, comment on peut avoir une opération d'achat au sein de l'entreprise? Vous savez qu'il y a toute une procédure. Tout d'abord, il y a ce que j'appelle l'expression de besoin, c'est-à-dire avec le service qui a besoin de cet élément, il va exprimer un besoin. Comment? Normalement, c'est par une demande d'achat. Par exemple, moi, je suis atelier. J'ai besoin de fournitures, par exemple, pour travailler. Des fournitures d'entretien, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais établir ce que j'appelle une demande d'achat. Bien sûr, cette demande d'achat, il va aller où? Qui est chargé de l'approvisionnement? C'est la fonction approvisionnement. Normalement, cette fonction-là, elle peut vérifier est-ce qu'on a ces fournitures dans le stock, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise dispose déjà de ces fournitures. Si oui, ça va être juste un flux interne qui ne va pas se traduire par un achat. Sinon, et on a jugé la nécessité de les acheter, la fonction, si vous voulez, approvisionnement, elle va déclencher une commande. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une demande d'achat qui va se traduire par un bon de commande. Vous suivez avec moi? Ce bon de commande, s'il est validé par qui? Ça dépend des cas. Parfois, ça dépend des montants. S'il s'agit d'un petit montant, ça peut être le directeur d'approvisionnement. S'il s'agit de montants importants, peut-être on peut exiger la signature
du contrôleur de gestion ou bien la signature de la direction financière. Si parfois le montant est trop important, on peut exiger la signature du directeur général. Il y a dit toute la hiérarchie, elle doit approuver l'opération de l'achat. Donc, comment peut-on savoir qu'est-ce qui se passe? C'est dans le cadre des procédures, c'est ce qu'on va voir par la suite dans le contrôle interne, parce que je ne peux pas auditer s'il n'y a pas de procédure. Donc, supposons qu'il s'agit d'un petit montant. Et donc, on ne demande que la signature du directeur d'approvisionnement pour vous faciliter. Donc, je vais traduire le schéma. C'est-à-dire le service qui va exprimer le besoin. Il va le faire par une demande d'achat. Sa demande d'achat, il va se traduire par un bon de commande. Ça va passer par exemple au service d'achat pour lancer la commande. D'accord? Donc, lancer la commande, bien sûr, après avoir cherché le fournisseur, négocié avec le fournisseur et ainsi de suite. Après, qu'est-ce qu'on aura? On aura la livraison. La livraison, bien sûr, accompagnée de la facture. D'accord? Et l'entreprise doit avoir chez elle un bon de réception pour dire comme quoi elle a bien reçu la marchandise ou bien le bien en question. Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Que pour valider un achat, j'ai besoin d'une demande d'achat, un bon d'achat, une facture, bon de livraison, bon de réception. Donc, pour dire que l'opération est sincère, il faut normalement vérifier tous ces documents. Est-ce qu'ils sont conformes et est-ce qu'ils traduisent la même chose ensemble? Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire ici, le risque, c'est quoi? C'est pour éviter à ce qu'on ait des achats fictifs. Parce que l'entreprise, elle peut, par exemple, parfois comptabiliser des achats qui ne sont pas réels dans le but de quoi faire? Dans le but d'augmenter les charges et peut-être vous avez ici un but de fraude fiscale. C'est pour minimiser le montant d'impôt à payer. D'accord? Parce que vous savez que le résultat fiscal, il se détermine à partir du résultat comptable. Et donc, toute fraude fiscale, normalement, il doit passer par une manipulation comptable. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, Donc, madame. c'est ça la sincérité. La sincérité, c'est-à-dire, lorsque je dis une opération est sincère, ça veut dire une opération qui traduit un fait réellement, bien sûr, réalisé au sein de l'entreprise et avec, bien sûr, toute la traçabilité nécessaire. OK? Très bien. Troisième élément. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la régularité, j'ai dit la sincérité, je vais ajouter l'exactitude. C'est-à-dire ici, on va s'intéresser au montant. C'est-à-dire, est-ce que l'opération comptable, elle a été traduite par son montant réel, sans exagération et sans réduction? Est-ce que c'est clair? L'exactitude, je m'intéresse au montant réel. Donc, regardez bien. J'ai parlé de la régularité, de la sincérité, de l'exactitude. Je vais vous ajouter un autre terme, c'est la probité. Normalement, lorsque je dis une opération probante, ça veut dire une opération que j'ai réalisée de bonne foi. Normalement, c'est dans l'intérêt de l'entreprise. C'est comme un exemple très simple. Je peux trouver un achat. L'achat qui traduit les trois aspects préalables, c'est-à-dire l'achat, je constate qu'il est régulier, c'est-à-dire il est conforme, il est sincère parce qu'on l'a réalisé effectivement, le montant est exact. Mais l'intérêt de cet achat, c'est pas de bonne foi. Peut-être c'est pour augmenter les charges. C'est-à-dire cet achat peut ne pas être un achat utile pour l'entreprise. Mais il avait fait. C'est-à-dire comptablement, ça passe. Mais ça peut impliquer la mauvaise foi de l'entreprise, c'est-à-dire sans intérêt. C'est quoi? C'est juste augmenter les charges. Vous avez compris. C'est-à-dire, finalement, si je vais résumer, je vais dire l'image fidèle passe par la régularité, par la sincérité, par l'exactitude et par la probité. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on fait au sein de l'entreprise, on le fait de bonne foi? Il y a parfois, je peux trouver une opération qui traduit a priori l'image fidèle, mais si je l'analyse profondément, je peux constater que cette opération, elle était réalisée réellement, certes, mais ce n'est pas de bonne foi
et non pas avec une certaine probité. D'accord? Madame, Bien. s'il vous plaît, un exemple pour le quatrième, c'est le dernier. Je vous donne un exemple très simple. C'est-à-dire l'entreprise, elle a réalisé un achat. Achat de marchandises ou bien, mais cet achat n'est pas utile pour le moment. Il n'y a pas de loi qui interdit à l'entreprise d'acheter ce qu'elle veut. Par exemple, de ne pas dépasser un certain seuil. C'est comme un exemple très simple. Je vais arriver, par exemple, vers le mois de décembre. OK? Je constate que si, par exemple, je déclare le résultat que j'ai normalement, je risque de payer un montant important d'impôts. Moi, quel est mon but? Je vais essayer donc de réduire la base imposable. Pour réduire la base imposable, qu'est-ce que je dis? Je vais réaliser un achat. OK? Donc, l'entreprise va faire cet achat. Il peut être un achat réel, c'est-à-dire il a respecté toutes, je dirais, les indications de base, c'est-à-dire la régularité, la sincérité, l'exactitude. Mais l'intérêt et la finalité de cet achat, c'est pas pour un besoin pour le moment. On n'a pas besoin de cet achat pour décembre. Peut-être il sera employé l'année prochaine, mais pourtant on a décidé de le faire pour pouvoir réduire, pour une raison quelconque, la charge d'impôt pour cette année-là. Donc, je vais avoir cette opération. Après analyse, et lorsque je vois que l'opération n'était pas utile pour le moment, d'accord? Et là, je peux dire peut-être qu'il y a un problème au niveau de la probité. C'est que l'entreprise l'a fait dans un sens de mauvaise foi et non pas de bonne foi. Est-ce que vous avez compris? Et on verra ça après par la suite au niveau des cas pratiques. Lorsqu'on dit maintenant irrégularité comptable, ce n'est pas seulement je fais des erreurs comptables, mais je peux moi-même, si vous voulez, d'ailleurs il y a une technique même qu'on appelle en audit, c'est ce qu'on appelle le maquillage des comptes. C'est-à-dire, je peux par exemple maquiller les comptes de telle sorte à présenter la comptabilité que moi je veux présenter aux tierces personnes. D'accord? Je peux vous donner un autre exemple. Lorsqu'on parle par exemple de la provision c'est quoi? Normalement, il s'agit des dotations que je constate, soit pour faire face à des risques éventuels, soit pour faire face à une dépréciation éventuelle, soit pour faire face à une charge éventuelle. Si par exemple, je vais augmenter le taux de la provision, il n'y a pas de loi qui m'interdit ça, vu que j'ai des éléments probables là-dessus. Donc, dans ce cas, il se peut que l'entreprise, elle va décider vers le mois de décembre de doter un montant de provision considérable. Et peut-être, lorsque je vais analyser, je peux dire que l'entreprise avait fait de mauvaise foi, juste pour augmenter les charges. Parce que vous savez que la plupart des provisions sont des provisions déductibles en matière d'IS, ou bien en matière d'IR, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris? Ça va? Oui, madame. Oui, est-ce que madame. vous pouvez revenir sur S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, je vais vous répondre par la suite, s'il vous plaît. Là, il y a un point très important parce que pour faire l'audit, surtout l'audit comptable et financier, la comptabilité, il faut avoir une révision de la comptabilité. Ce n'est pas la technique comptable parce que maintenant, on ne va pas vous recruter pour des comptables, c'est-à-dire surtout les gens qui veulent poursuivre des études en audit où il y a le contrôle de gestion. Mais les fondements comptables, la comptabilité en tant que fondement. On a la notion de maquillage de compte. S'il vous plaît, lorsqu'on parle d'un maquillage de compte, c'est-à-dire l'expression normalement, au départ, c'était en anglais, c'est ce qu'on appelle le Windows dressing. Le Windows dressing, ça veut dire quoi normalement? Ça veut dire que ce que moi, je veux présenter en premier lieu, à première vue, aux autres parties. Et vous savez que normalement, l'audit, je ne peux pas vous dire que l'audit, il va encourager l'entreprise à frauder, loin de là. Mais l'audit, il est là pour assister l'entreprise et pour bien sûr travailler pour son intérêt. L'entreprise, c'est le mandataire. Donc, l'objectif de l'audit, c'est d'optimiser ce que l'entreprise va donner aux tierces personnes. Optimisation fiscale, c'est-à-dire l'optimisation fiscale, ce n'est pas la fraude fiscale, mais tout simplement, on va essayer de
le minimum. Non, ce n'est pas non plus l'évasion. Parce que lorsque je dis optimisation fiscale ou bien la gestion fiscale, ça veut dire je vais gérer dynamiquement l'impôt pour que je puisse payer le minimum possible, mais tout en restant dans la légalité. Yani, je suis tout à fait légal. On parle actuellement même de l'optimisation comptable. Ça veut dire on peut faire des choix comptables qui peuvent bien sûr réduire la base imposable de l'entreprise. Donc, pour faire cette optimisation comptable, on va recourir à ce qu'on appelle le maquillage des comptes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment je peux donner à une tierce personne, c'est-à-dire à une partie prenante, soit l'État, soit les actionnaires, soit les banques, soit par exemple les fournisseurs, c'est-à-dire toutes les parties prenantes avec qui l'entreprise entretient des relations. Comment je peux leur donner l'image qu'ils veulent avoir de moi? Est-ce que vous avez compris? Non, en principe, je ne parle pas de fraude. Le rôle de l'audit, ça veut dire l'entreprise, lorsqu'il va payer le service d'un auditeur, c'est qu'elle cherche à optimiser toutes ses relations avec les parties prenantes. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? S'il vous plaît, madame. Ah, oui, Pourquoi oui, on je ne vous peut pas écoute. parler dans ce cas de l'évasion? Pourquoi dans ce cas on ne peut pas parler de l'évasion fiscale? Parce qu'à vrai dire, vous avez trois notions. C'est-à-dire, il y a l'optimisation fiscale, c'est la gestion fiscale. Et on dit le deuxième niveau, c'est l'évasion fiscale. Et on dit la fraude fiscale. Normalement, dans toujours la pratique, d'ailleurs de manière universelle, il y a un problème au niveau des frontières entre ces trois notions. Normalement, lorsque je dis la gestion fiscale, c'est quoi? Parce que vous savez qu'auparavant, l'impôt, c'était quelque chose de subi. Il y a beaucoup de mainmise là-dessus. Ça veut dire quoi? Un impôt, automatiquement, je dis, ça y est, là, ça va être déterminé de manière automatique, on le paye. Mais la gestion fiscale de l'impôt, le fait que la fiscalité, c'est un élément de gestion, elle va être gérée de manière dynamique. Il y a la gestion fiscale. C'est-à-dire, lorsque je vous gérez le commercial, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez à optimiser les ventes. Lorsque vous gérez la fiscalité, là encore, il faut optimiser la fiscalité. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque vous choisissez, par exemple, entre l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif, alors il y a un impact fiscal. C'est-à-dire, par exemple, l'annuité linéaire, elle est inférieure à l'annuité dégressive. L'annuité dégressive, ça veut dire quoi? Ça veut dire le montant des charges va augmenter. D'accord? Et donc, le montant d'impôt va diminuer. Vous suivez avec moi? Donc, juste pour vous donner un petit exemple, lorsque je parle de la gestion fiscale, je fais des choix fiscaux qui sont bien sûr optimum pour moi. C'est-à-dire, lorsque je prends par exemple deux scénarios et je dis je vais choisir la méthode FIFO pour valoriser les sorties de stock, ou là je vais choisir la méthode CMUT, alors chaque méthode, elle aura un impact fiscal. فهمتيني? Donc, il y a l'optimisation fiscale. Ça veut dire comment je vais gérer ma comptabilité pour réduire la base imposable. Quand je parle de l'évasion fiscale, je vais essayer d'exploiter les lacunes de la loi, c'est-à-dire un vide de la loi, par exemple. OK? Mais la frontière, elle est très proche avec l'optimisation fiscale. Parce que dans la pratique, je peux dire, je peux optimiser jusqu'à ce que je tombe dans la situation d'évasion. C'est comme un exemple très simple. L'évasion fiscale, par exemple, lorsqu'on va essayer de s'implanter dans une région où le taux d'IS est le plus faible possible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exploité une option de la loi. Il n'y a pas une loi qui m'interdit de m'implanter en tant qu'entreprise dans une région. Mais si, par exemple, dans cette région ou bien dans un pays, le taux d'impôt il est réduit et moi, je vais choisir de s'implanter là-bas, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'évasion fiscale. Est-ce que c'est clair? Mais l'évasion fiscale,
lorsqu'il va être accompagné par l'intention de ne pas payer l'impôt, le volet fraude fiscale. La fraude fiscale, qu'est-ce qui la caractérise? C'est l'élément intentionnel. D'ailleurs, je parle de fraude fiscale comme je peux parler de fraude comptable. Là aussi, lorsque je dis la fraude comptable, c'est l'intention, c'est-à-dire un parce que juridiquement, lorsque je parle de la fraude, je dois vérifier 3 éléments. Un élément légal, je n'ai pas respecté la loi. Un élément matériel, c'est-à-dire j'ai porté préjudice à quelqu'un. Et un élément intentionnel, c'est ça qui est très difficile parfois à prouver. Et quand une personne fraude, elle ne va pas vous dire que moi j'avais l'intention de frauder. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire nia que cette personne avait pour réaliser un tel acte. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Donc finalement, lorsqu'on parle d'optimisation, évasion, fraude, les frontières là aussi, là, ne sont pas toujours très claires. Donc, même si vous voulez, à tous les niveaux. Hein. D'accord? Très bien. Mais on va essayer quand même de faire la différence. Parce que lorsque l'auditeur va dire que ça, c'est une irrégularité, ou bien c'est une optimisation fiscale, ou bien c'est une atteinte à la loi en général, bien sûr, les conséquences ne sont pas les mêmes. Si l'optimisation, bien sûr, est encouragée, l'évasion est acceptée, la fraude, bien sûr, elle est rejetée, on ne peut pas l'accepter. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ça va? Oui, madame, merci beaucoup. Oui, madame, c'est clair. C'est clair. Oui, madame. Donc, je reviens toujours aux axes d'audit. C'est l'audit comptable et financier. Mais s'il vous plaît, après, bien sûr, on va travailler des applications pour voir comment ça se manifeste effectivement. Le deuxième axe, on peut parler d'un audit opérationnel. L'audit opérationnel, c'est quoi? D'ailleurs, on avait une idée hier, l'audit opérationnel, il va concerner les fonctions de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que la fonction fonctionne normalement et de manière optimale aussi, ou bien nous avons des défaillances au niveau de la fonction. Je vous donne un exemple très simple. Si je prends un atelier donné, dans cet atelier, je constate que les machines sont toujours en panne et que les ouvriers, par exemple, parfois ils sont absents, parfois vous avez un problème de la qualité du produit fabriqué, et ainsi de suite. Et là, on peut déclencher un audit opérationnel pour savoir d'où émanent, bien sûr, ces défaillances. Est-ce que c'est un problème au niveau de la vétusté des machines, c'est-à-dire les machines, ça y est, elles sont devenues obsolètes et dans ce cas, il faut bien sûr les changer. Est-ce que tout simplement, c'est-à-dire les ouvriers qui utilisent des machines, ils n'ont pas la technicité nécessaire pour utiliser ces machines, dans ce cas, on doit peut-être les former, ou bien tout simplement, vous avez un manque au niveau des procédures où on n'a pas expliqué au personnel de cet atelier qu'est-ce qu'il doit faire nécessairement. Donc finalement, qu'est-ce que vous comprenez? Lorsque je dis un audit opérationnel, c'est un audit qui va concerner l'efficacité de ce qu'on fait dans un centre de responsabilité, qui peut être un atelier, qui peut être un service, qui peut être une fonction. Est-ce que vous avez compris? Là aussi, on va avoir des cas concernant cet audit opérationnel. Bien sûr, je ne pourrais pas le faire de manière, je dirais, exhaustive vu la contrainte de temps, mais quand même, je vais vous essayer de vous donner quelques notions, s'il vous plaît. D'ailleurs, parce que le module, c'est un audit général, les bases d'audit, tout simplement. Mais dans la pratique, il y a des spécialités, c'est-à-dire en tant qu'auditeur, je peux être un auditeur opérationnel comme je peux être un auditeur financier et comptable, c'est-à-dire la spécialité, c'est la comptabilité et la finance, comme je peux être un auditeur opérationnel. S'il vous plaît, l'audit opérationnel, alors c'est un outil de contrôle de gestion, c'est-à-dire un des points communs avec le contrôle de gestion. Je pense que vous avez déjà commencé le cours de contrôle de gestion et d'après la définition du contrôle de gestion, d'ailleurs, vous pouvez comprendre maintenant, là, je dis l'audit opérationnel, ça peut être un outil de contrôle de gestion. C'est ce qu'on a dit, la complémentarité entre les deux. C'est la raison pour laquelle hier, je vous avais dit, lorsque je dis la fonction contrôle-gestion, la fonction d'audit interne, la fonction contrôle interne et la fonction du risk management,
ce sont des fonctions d'état-major ou bien ce sont des fonctions de top management, c'est-à-dire ils sont là pour assurer le bon fonctionnement de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, l'audit opérationnel, c'est de pouvoir détecter les anomalies au niveau de chaque service, chaque fonction au sein de l'entreprise, savoir les causes de ces anomalies et proposer bien sûr les recommandations. Donc, toujours, je reviens aux 3 étapes que nous avons vues hier. Constater, analyser, recommander. Ça va? Oui? Vous êtes là? Oui, madame. Oui, Très bien, madame. c'est bon? Très bien. Donc, ça, c'est l'audit opérationnel. Donc, c'est l'axe suivant. Je peux aller à un autre axe. Audit stratégique. Comme son nom l'indique, lorsque je dis une stratégie, normalement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par une stratégie? Madame, C'est l'ensemble des moyens et des Uh-huh. outils mis en œuvre par une entreprise pour atteindre des objectifs spécifiques, des objectifs SMART. Et la concurrence. S'il vous plaît, une seconde. Je réponds à votre collègue, pardon, et vous prenez la parole. Là, s'il vous plaît, la personne qui a parlé en premier. Attends une seconde, s'il vous plaît. Je réponds à la personne qui a parlé en premier. Lorsque vous dites la stratégie, c'est un ensemble de moyens. Bon, c'est pas, je ne pourrais pas dire la stratégie, c'est un ensemble de moyens, mais si vous voulez réaliser une stratégie, j'ai besoin des moyens. C'est ça. Normalement, pour pouvoir mettre en place une stratégie, j'ai besoin des moyens. Ces moyens, bien sûr, qui peuvent être synthétisés soit dans le cadre d'un plan, s'il s'agit bien sûr des moyens pour des objectifs à long terme, ou bien d'un budget, s'il s'agit des moyens, c'est pour le court terme. C'est-à-dire, vous savez que le budget, l'horizon Diallo, c'est annuel. Mais la stratégie, c'est quoi? J'ai un ensemble de moyens. Madame, la stratégie, c'est un ensemble d'actions. Des choix. Madame, Madame, des décisions. On n'a pas de terme. oui, je vous Madame. écoute. Oui. C'est comment on va utiliser ces moyens pour arriver à un objectif ou un but précis. madame, excuse-moi. Oui, je vous écoute. La stratégie est l'ensemble des buts, des objectifs que les dirigeants souhaitent à le venir, à le réaliser via des moyens, via des ressources pour réaliser ses buts et ses finalités et ses objectifs. Vous avez dit beaucoup de termes. S'il vous plaît, une seconde. La personne qui vient de parler tout à l'heure, vous avez dit beaucoup de termes, mais attention, à votre niveau, il faut cerner les notions. Il y a des notions, il y a des confusions, il faut des chevauchements. Très bien, je vous écoute, allez-y. Après, je vais essayer de cerner les termes. Oui, madame. Madame, Merci, madame. ensemble de décisions. Bien sûr, c'est un ensemble de décisions. Diriger des plans d'action afin d'aboutir à un objectif à long terme. Objectif, action, oui, je vous écoute. Très bien, très bien. Madame, c'est une méthode qui englobe plusieurs étapes afin d'atteindre les objectifs de l'entreprise. La stratégie, ce n'est pas une méthode. D'accord. Très bien. S'il vous plaît, suivez avec moi. Vous désactivez vos micros là, parce qu'il y a des échos littéraires. Madame, s'il vous plaît. Oui. L'écran ne bouge pas, il est toujours fixé sur la première slide. Justement, parce que je suis toujours en premier slide. D'accord. S'il vous plaît. الله يرضي عليكم ركزوا معايا لان دابا هادشي ce que moi je suis en train de vous expliquer راه هو كاين في لي diapos mais ça sert à rien de vous lire le diapo. واش غنبقاو نقراو les diapos en passe? Hein? Non, c'est ce que vous une remarque, madame. Oui, tu as raison, mais tu as raison. C'est-à-dire, moi, j'ai pas fait bouger les slides jusqu'à maintenant. Je suis en train de vous expliquer parce que, en plus, c'est une introduction générale, un abri comme, voilà. Donc, si vous voulez, sur les axes audits,
Voilà, c'est-à-dire toujours, Anna, je suis à ce niveau-là. D'accord? C'est-à-dire au niveau de la première diapositive. Très bien, c'est pas grave, mais suivez avec moi, s'il vous plaît. On a un processus. Je ne sais pas parce que normalement, le processus d'audit, presque c'est la même chose que le processus de contrôle de gestion en général. On dit des étapes qu'il faut respecter parce que les étapes, en même temps, ils vont me donner une idée sur le champ d'intervention de l'audit, la comptabilité, les opérations, la stratégie, le management, mais en même temps, ça peut être même le champ d'intervention du contrôle de gestion, c'est-à-dire pour mettre en place la méthode de contrôle de gestion la plus adéquate. Pour comprendre ce processus, Ramchou étape par étape, et s'il vous plaît, ne confondez pas les notions. Surtout pour les gens qui veulent faire des masters par la suite, c'est très important. Une entreprise. Vous savez que toute entreprise, elle est là. Pourquoi faire? C'est parce qu'elle a, si vous voulez, un objectif bien déterminé. L'objectif ultime, c'est quoi? C'est le profit. D'ailleurs, il n'y a pas une entreprise qui se crée qui ne cherche pas à avoir un profit. Donc, le profit, c'est certes le motivateur de toute entreprise, mais il y a un processus au niveau normalement, c'est-à-dire hiérarchique, pour savoir toutes les étapes par lesquelles l'entreprise doit passer pour pouvoir, si vous voulez, réaliser le maximum de profit possible. Donc, je vais commencer par la première notion, la finalité. C'est quoi une finalité, par exemple? Un par un, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous entendez par une finalité? La finalité de l'entreprise, par exemple, qu'est-ce que ça peut être? Madame, c'est la raison. Madame, la finalité, Sa c'est raison d'être. La raison d'être, parfait. C'est sa raison Très d'être. bien. C'est la raison d'être, parfait. ça peut Très être bien. la survie de l'entreprise. Hein? Oui? Ça peut être? Ça peut être aussi la survie de l'entreprise et son développement. Non, attention, mais la survie, c'est trop restreint. Est-ce qu'une entreprise ne cherche que la survie? Non, madame. Principale de l'entreprise. Alors, la raison d'être. La raison d'être, il faut avoir toujours une vision long terme. Par exemple, pour vous, hein? S'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît. Par exemple, vous, en tant qu'étudiant de S6, quelle est votre finalité pour le moment? Juste pour vous expliquer la notion de finalité. Vous, par exemple, quelle est votre finalité en ce moment-là? Madame, réaliser un réussite à la fin de l'année. Je comprends. Décrocher la licence. Très bien. Lorsque vous dites tout comprendre, c'est trop restreint. Vous passez, vous dites, bon, ma finalité en étudiant en S6, c'est d'avoir une licence. C'est ça? Oui. Très bien. Mais une fois que vous aurez la licence, est-ce que ça y est, votre finalité se limite? Qu'est-ce que vous allez faire? Madame, Très bien. Vous allez dire, ma finalité, c'est de pouvoir déclencher un master. Une fois que vous êtes dans le master, vous dites, votre finalité, c'est d'avoir le master. Une fois que vous l'aurez, vous dites peut-être avoir un poste équivalent. Vous suivez avec moi? Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire une finalité? Ensemble des objectifs à long terme. Si vous voulez, mais si vous voulez, très bien. Donc, la finalité, s'il vous plaît, retenez bien ça. C'est un objectif ultime. S'il vous plaît, on n'atteint jamais notre finalité à 100%, mais toujours en temps vers notre finalité. C'est la raison d'être. Ça veut dire à chaque fois qu'on se développe, notre finalité s'éloigne. D'accord? D'ailleurs, je pense, vous connaissez la pyramide de Maslow. Vous la connaissez. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Que normalement, lorsqu'on satisfait un besoin, on va passer à un autre niveau de besoins qui vont apparaître, et ainsi de suite. Pour vous donner juste un petit raisonnement, mais retenez bien ce que je dis. Lorsqu'on constate qu'on a tout fait, qu'on a satisfait tous nos besoins, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus une raison d'être. Il y avait un besoin qui commence à apparaître, c'est le besoin de suicide. Et ça, c'est justifié économiquement. Par exemple, en Chine et au Japon,
on constate un taux de suicide élevé auprès des personnes qui ont tout fait. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, chez nous, bien sûr, on est encore loin de ça. Et bien sûr, il y a aussi le volet religieux. Je ne peux pas parler de ça, mais bon. Mais économiquement parlant, pour vous expliquer c'est quoi une finalité. C'est-à-dire la finalité, c'est un but suprême, un but ultime auquel on va chercher toujours à tendre. C'est-à-dire quand on se développe, notre finalité va s'éloigner. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, donnez-moi une finalité d'entreprise. D'ailleurs, je l'avais entendu, être leader sur le marché. Ça, c'est une finalité. Parce qu'à chaque fois que le marché se développe, alors être leader va s'éloigner. Il y a le pourcentage pour être leader, il va s'éloigner. Très bien. Donc, pour être leader sur le marché, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va définir par la suite? باش يكون عندي le processus كامل s'il vous plaît. Hein? Sa position concurrentielle sur le marché. Comment on appelle ça? Par exemple, vous pourrez avoir la licence. Qu'est-ce que vous allez faire? Gagner les mentions à chaque semestre. Acquérir des marchés Très bien. internationaux. Donc, c'est un bon exemple. C'est-à-dire récupérer le maximum de mentions dans ce semestre. Bien, ça c'est quoi donc? Comment on appelle ça? Hein? Les objectifs. Là, mais les objectifs. Je vais faire ça, il y a des confusions. Les objectifs, Madame, les ce sont des buts. Ce sont Des buts, madame. Des buts. S'il vous plaît. S'il vous plaît, le but, s'il vous plaît, le but ultime, être leader. Là, j'ai comme Tchouma. Par exemple, la finalité, avoir la licence. Mais pour pouvoir avoir une licence, c'est-à-dire qui va valoir quelque chose, je dois avoir le maximum de mentions. Dit avoir le maximum de mentions. Parce qu'il se peut que quelqu'un va dire avoir le maximum de mentions. Une autre personne va dire résultat, madame. C'est une étape pour réaliser l'objectif. Madame, oui. C'est un résultat. Là. Non. Madame, Oui. Madame, Oui, c'est une finalité. Là. Madame, on doit bosser. Madame, la part du S'il vous plaît, il faut bosser, oui, mais il faut bosser, c'est l'action. D'abord, l'action. S'il vous plaît. Faire des recherches. Là. Une seconde, s'il vous plaît. Écoutez-moi. D'abord, parce que vous m'avez dit la finalité, avoir une licence. Vous avez tous une finalité, c'est de déclencher une licence. Hein? Les valeurs de l'entreprise. Là. Très bien, écoutez-moi. Je vais vous aider quand même. Taisez-vous, s'il vous plaît, désactivez vos micros, écoutez-moi. Donc, vous avez dit tous le fait que vous êtes là, vous étudiez, c'est que vous cherchez à avoir votre diplôme. C'est une finalité que vous avez. Maintenant, avec le diplôme, la recherche du diplôme, il y en a certains d'entre vous qui disent que je dois avoir le maximum de mentions. Peut-être quelqu'un d'autre a dit que non, je veux valider seulement des modules avec 10. D'autres, ils vont dire non, moi je vais chercher à valider les modules par compensation. Qu'est-ce que j'ai dit là? Le plan. Très bien, c'est pas le plan. Là. C'est un plan. Ce sont des choix, madame. Ce sont des choix. C'est le plan. Le plan, c'est le comment. L'idée des objectifs. C'est la politique. La politique. Yes. S'il vous plaît. Suivez avec moi. Donc, lorsque je dis la finalité, c'est un but ultime. Normalement, pour pouvoir traduire cette finalité, je dois avoir tout d'abord une politique. Une politique, c'est quoi? Ce n'est pas quelque chose de concret, mais c'est une idée directrice. Ma finalité pour déclencher la licence,
c'est d'opter pour une politique de collecte de maximum de mentions. Alors, c'est une politique. Une autre personne va me dire, ma politique, c'est de valider tous les modules avec une moyenne. Non, ma politique à moi, c'est de faire la compensation parce qu'il y a des modules que je peux maîtriser facilement, des modules non. Femtouni. Très bien. Donc, la politique, c'est une idée directrice. Maintenant, une politique que l'entreprise pourra adopter pour être leader sur un marché. Ça peut être quoi, par exemple? La segmentation, madame? La segmentation, c'est, par exemple, avoir le maximum de la part du marché. Madame, l'innovation. L'innovation, ce n'est pas une politique, c'est une stratégie. Il y en a les boîtes comme s'il vous plaît. D'abord, la confusion entre les termes. Madame, la politique, s'il vous plaît, une seconde. La politique, c'est une idée directrice. C'est-à-dire comment je vais orienter ce que je vais faire. Est-ce que vous avez compris ça, tout simplement? D'accord? Donc, maintenant. La segmentation de masse, tenez. Madame, on peut dire que la finalité, pour atteindre sa finalité, l'entreprise, pour la traduire en plusieurs, si le terme est exact, en plusieurs objectifs élémentaires, mais tous convergent vers la même finalité, c'est-à-dire par synergie des résultats de plusieurs objectifs, l'entreprise, par la suite, va atteindre cette finalité, mais pas par un seul moyen. S'il vous plaît, sommairement, oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est avoir le processus de manière détaillée. Le processus, voilà, le champ d'application de l'audit. Et d'ailleurs, vous allez le voir même après, c'est le champ d'application en contrôle-gestion aussi. Donc, tout ce que vous avez dit, c'est juste. Il faut cerner les notions. Quand je vais terminer le processus, vous allez comprendre qu'est-ce que je dis. Donc, s'il vous plaît, suivez avec moi. Quand je dis la finalité, c'est un but suprême. Normalement, toute entreprise, elle cherche à tendre vers sa finalité. Comment? Par la définition tout d'abord d'une politique. La politique, c'est une idée ou bien ce sont des idées directrices, un ensemble d'idées qui va permettre à l'entreprise de tendre vers sa finalité. Très bien. Maintenant, cette politique-là, elle doit se concrétiser sur le plan matériel. Comment elle peut se concrétiser? Par la définition d'une stratégie. Donc, lorsque je dis une stratégie, c'est une concrétisation de la politique. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque je dis augmenter la part du marché, c'est ma politique pour être leader. Comment je peux faire cette augmentation de la part de marché? Vous pouvez avoir différentes stratégies possibles. Une stratégie de diversification, je vais être multiproduit. Une stratégie de pénétration dans des marchés extérieurs. Une stratégie, par exemple, je dirais, de concentration. Je fabrique un seul produit, je vais me concentrer là-dessus. Une stratégie d'intégration, j'interviens dans plusieurs secteurs d'activité ou bien je vais être intégré en amont et en aval. Donc, regardez, la stratégie, c'est une décision concrète, c'est-à-dire concrètement sur le terrain, qui traduit la politique choisie et qui va me permettre de tendre vers ma finalité. Donc, s'il vous plaît, lorsque je parle de la stratégie, c'est une décision qui m'implique dans le long terme. Il y a une stratégie court terme. D'accord? Ça veut dire, lorsque l'entreprise va décider, par exemple, d'avoir une stratégie d'innovation, cette stratégie va demander des moyens. Donc, pour faciliter le contrôle de la stratégie, qu'est-ce qu'on va faire? On va la décomposer en objectifs. Et je vais avoir un objectif long terme, objectif court terme. Un objectif court terme. Normalement, un objectif court terme, c'est un élément de l'objectif long terme. Pour faciliter le contrôle, est-ce qu'on réalise vraiment des objectifs qui nous permettent de bien appliquer notre stratégie, qui traduit notre politique et qui nous permet de tendre vers notre finalité. Très bien. Maintenant,
Pour la réalisation de ces objectifs, j'ai besoin de quoi? Bien sûr, j'ai besoin de moyens. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais ces moyens, c'est l'ensemble de ressources humaines, matérielles, techniques et financières qui vont me permettre de mettre en place ma stratégie qui traduit ma politique et qui tend vers ma finalité. Or, ces moyens, lorsqu'il s'agit des moyens à long terme, c'est ce que vous appelez le plan, c'est la planification. Parce que, par exemple, je pense, vous l'avez vu, lorsque je vais établir un business plan ou bien un business model, qu'est-ce qu'on met dedans? On met dedans, bien sûr, tous les moyens nécessaires pour la réalisation de notre stratégie. Or, lorsque je vais m'intéresser aux objectifs court terme, lorsque je dis court terme, ça veut dire je vais me limiter à 1 an, on parle de budget. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Le budget, c'est une année du plan. Est-ce que vous avez compris? Donc, d'ailleurs, pourquoi on décompose? D'ailleurs, ce que vous allez voir en contre-gestion, la gestion budgétaire, l'horizon, c'est annuel, hein, parce que l'horizon d'un budget, c'est une année. L'année, c'est une année du plan. Donc, finalement, qu'est-ce que vous faites? Lorsque je vais avoir des objectifs court terme, avec les moyens court terme, le contrôle est facile. C'est-à-dire, je peux contrôler si jamais il y a un problème, et c'est ça ce que j'appelle l'opérationnel ou bien l'audit opérationnel. C'est-à-dire, l'horizon de l'audit opérationnel, c'est une année. C'est-à-dire, si je contrôle et je constate des défaillances, je pourrais les corriger pour qu'ils ne se reproduisent pas, surtout nos objectifs à long terme. Donc, finalement, si je récapitule le schéma, qu'est-ce que j'ai? J'ai la finalité politique, stratégique. La stratégie, elle peut se décomposer en objectifs long terme, moyen terme et l'objectif court terme. Pour réaliser ces objectifs, on a besoin de moyens. Les moyens long terme, ils vont être regroupés dans le cadre d'un plan, c'est la planification. Dans le cadre du court terme, on a besoin de budget. Donc, lorsque je parle d'un audit opérationnel, cet audit, il nous permet de contrôler tout ce qu'on fait au cours d'une année par rapport à nos objectifs budgétaires et de détecter les anomalies. Donc, c'est ça, l'audit opérationnel. Or, parfois, il se peut que l'audit opérationnel fonctionne bien, c'est-à-dire on n'a pas de problème au niveau des opérations, mais peut-être on a un problème au niveau de notre choix stratégique, c'est-à-dire on a fait un mauvais choix stratégique. Donc, on peut effectuer ce que j'appelle un audit stratégique. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Ou bien parfois, il se peut que tout le processus est bien, mais seulement on a un problème au niveau du management lui-même, on peut faire un audit de management. Donc finalement, ce processus que je viens de vous dire, c'est le processus qui peut constituer le champ d'application d'audit de manière générale. Donc je répète, finalité, politique, stratégie. Stratégie va être décomposée en objectifs long terme, moyen terme, objectifs court terme. Les objectifs moyen et long terme, pour les atteindre, on doit avoir bien sûr un plan, c'est une planification. Et les objectifs court terme, on va avoir un budget. Si vous voulez, ça c'est au niveau prévisionnel, hein, c'est-à-dire au niveau projection. Lorsque je passe au niveau des réalisations, on va commencer par quoi? Je vais commencer par l'opérationnel en utilisant les moyens. Est-ce que ce qu'on fait, ou bien les objectifs réalisés à court terme ou bien à long terme, ils permettent réellement de traduire nos objectifs stratégiques? Est-ce que la stratégie traduit réellement notre politique? Et est-ce que la politique adoptée, il nous permet effectivement de tendre vers notre finalité? Est-ce que vous avez compris le processus, s'il vous plaît? Oui, madame. Parfait. Donc, voilà. Vous pouvez citer la différence entre l'audit opérationnel et l'audit stratégique. S'il vous plaît, c'est l'objet. C'est-à-dire l'audit opérationnel, il va s'intéresser, je vous donne un exemple très simple. On dit un problème au niveau du chiffre d'affaires. Par exemple, on a constaté dans une région donnée, il y a une chute de chiffre d'affaires. Très bien. On peut déclencher un audit opérationnel pour savoir la cause. Et lorsque je dis audit opérationnel, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier le travail de la force de vente. OK? Donc, peut-être nous avons un problème au niveau de la force de vente. Lorsque je dis la force de vente, c'est les vendeurs.
D'accord? Donc, lorsque je constate que le problème n'émane pas des vendeurs, c'est-à-dire les vendeurs, ils font ce qu'ils peuvent faire. Il se peut que c'est dû, bien sûr, au choix stratégique de cette région. L'entreprise n'a pas intérêt à vendre sur cette région. Dans ce cas, le problème, c'est quoi? Ce n'est pas un problème opérationnel, mais c'est un problème stratégique. Est-ce que vous avez compris? Le problème, ce n'est pas au niveau de ce que je fais comme opération, mais la stratégie définie, elle a été définie mal. Autrement dit, lorsque l'entreprise choisit d'adopter une stratégie de pénétration sur un autre marché, et le marché est déjà saturé, c'est un problème opérationnel? Non, c'est un problème stratégique. La stratégie, elle a été mal faite. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, l'audit stratégique, il va juger les choix stratégiques de l'entreprise et non pas les opérations. C'est bon? Oui, madame. Oui, madame. D'ailleurs, pour banaliser, comme un exemple très simple. Bon, je ne parle pas de vous, mais supposons un étudiant, par exemple, qui est inscrit en économie. Il fait tous les efforts nécessaires pour réussir. Suivez avec moi. Il fait tous les efforts nécessaires pour réussir. Et pourtant, on dit, sur le plan opérationnel, il travaille. Et pourtant, n'arrive pas à valider. Peut-être c'était le choix de la filiale. Est-ce que vous avez compris? Donc, là, le choix stratégique. Peut-être il a fait un mauvais choix. Il n'aurait dû pas choisir, par exemple, l'option économie ou bien l'option droit. Il doit choisir autre chose. C'est-à-dire, c'est le choix stratégique ici qui fait défaut. C'est bon? Très bien. Oui, je vous écoute. Il y a une personne qui veut parler? Madame, Oui, je vous écoute. J'aimerais ça. Pour faire la stratégie, on va disposer des objectifs et traduire la politique et comme ça, on va réaliser la finalité. Si vous voulez, si vous avez une bonne stratégie, un bon choix stratégique, sur le plan application de la stratégie, vous avez adopté des opérations conformes. D'accord? Automatiquement, cette stratégie traduit votre politique qui est bien définie elle aussi. Bien sûr, vous pouvez tendre vers votre finalité. C'est-à-dire, lorsque nous, on fait l'évaluation de ces éléments, pour dire à l'entreprise, est-ce que votre finalité, votre raison d'être, qui est le fait d'être leader sur le marché, vous pouvez y arriver un jour. Sinon, il faut apporter les corrections nécessaires, soit des corrections au niveau opérationnel, soit des corrections au niveau stratégique, mais qui vont toujours essayer de mettre l'entreprise sur le bon chemin. C'est celui, bien sûr, de la survie, certes, mais surtout de développement et de la croissance. Parce qu'une entreprise qui ne croit pas, elle régresse. D'accord? D'ailleurs, je peux vous donner un exemple très simple. Et parfois, nous avons des indicateurs qui nous montrent ceci. Si par exemple, vous constatez que le chiffre d'affaires est stagnant au niveau de l'entreprise, autrement dit, le chiffre d'affaires de l'année 2020 est égal au chiffre d'affaires de l'année 2019. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est bon. L'entreprise, elle a maintenu son chiffre d'affaires. Mais objectivement, l'entreprise a régressé. Le marché évolue. Et le chiffre d'affaires, par exemple, de cette année, s'il est le même en termes absolus, ça veut dire qu'il est réduit par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est la raison pour laquelle je dis une entreprise qui ne croit pas, qui ne se développe pas, elle régresse réellement, même si elle est dans la même position. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. Madame, la politique, c'est contrairement à la stratégie. La politique se répète tout le temps dans l'entreprise. Mais s'il vous plaît, les idées, c'est-à-dire avoir une politique, elle peut différer. Je peux avoir, par exemple, cette année une politique, je peux la changer. C'est vrai que sa durée est long terme. Normalement, ça doit m'appliquer dans le long terme. Mais si je vois, par exemple, que mes choix politiques ne sont pas bien faits, je peux les changer, c'est possible. Est-ce que vous avez compris? Je peux vous donner un exemple très simple. Parce que lorsque je dis avoir une politique, augmenter la part du marché concernant mon activité actuelle, je peux avoir une autre politique d'avoir plusieurs activités dans plusieurs secteurs.
Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, si par Oui, exemple, je suis dans le domaine industriel, je peux adopter une politique de m'intégrer dans un domaine industriel. Mais comment? Avec le comment, il y a la stratégie. C'est-à-dire, si je résume en question, je dis qu'est-ce que je veux faire? C'est la politique. Comment je peux le faire? C'est la stratégie. Parce que la stratégie, c'est la concrétisation de la politique. Est-ce que c'est clair? oui, c'est clair. Merci, Très madame. bien. Donc, s'il vous plaît, c'est ce que vous avez là. Donc, si je reprends, s'il vous plaît, le slide, vous avez donc l'audit opérationnel, c'est l'intervention des spécialistes utilisant des techniques et des méthodes spécifiques ayant pour objectif d'établir les possibilités d'amélioration du fonctionnement et de l'utilisation des moyens à partir d'un diagnostic initial, de créer au sein de l'entreprise une dynamique de progrès selon les axes d'amélioration arrêtés. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, toujours, vous avez la même démarche. C'est que pour l'audit opérationnel, c'est-à-dire on va s'intéresser aux opérations, certes, pour détecter toutes les anomalies éventuelles, proposer bien sûr des solutions pour les améliorer. Et c'est ça le but de l'audit, c'est de donner des recommandations qui peuvent servir bien sûr au bon fonctionnement de l'entreprise. L'audit financier. Donc, si je récapitule, il vérifie le respect des règles et principes comptables tels qu'ils résultent de la loi comptable. Et s'il vous plaît, je vous invite ici à réviser. Vous cherchez les 7 principes comptables. Vous cherchez leur dérogation, s'il vous plaît, pour la séance prochaine pour qu'on puisse travailler avec. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire les 7. Et quand vous allez chercher, vous allez trouver que pour chaque principe, il y a des dérogations. Lorsqu'on va faire l'audit financier et comptable, il faut voir est-ce que je respecte le principe, sinon, est-ce que je respecte sa dérogation. D'accord? Si c'est le cas, je peux dire que je suis conforme. Il s'intéresse aux actions ayant une incidence sur la préservation du patrimoine, sur les saisies et traitements comptables, ainsi que sur l'information financière publiée par l'entreprise. Et est-ce que cette information financière traduit effectivement la notion de l'image fidèle qui passe par les 4 variables, la régularité, la sincérité, l'exactitude et la probité. Donc, pour résumer cette première partie, on va définir ce que j'appelle les caractéristiques de l'audit. Donc, s'il vous plaît, d'ailleurs, toute cette partie, c'est une partie introductive qui va déboucher, s'il vous plaît, sur ce que je vais vous dire maintenant. L'audit. Quel est le résultat de l'audit? C'est avoir une opinion motivée. S'il vous plaît, ça, c'est de la terminologie de l'audit. Une opinion motivée, c'est-à-dire c'est un rapport avec toutes les informations nécessaires dans un rapport. Après, je vais vous donner le modèle d'un rapport d'audit. Concernant cette concordance, cette opinion doit être contenue dans un rapport écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'auditeur, il doit constater, il doit analyser, il doit recommander. C'est ça ce que j'appelle une opinion motivée, c'est-à-dire tout ce qu'il va écrire, il doit être motivé et justifié. L'audit est fait par une personne compétente, indépendante, afin que son contrôle soit au-dessus de tout soupçon. Le compétent, c'est-à-dire parce que l'audit doit avoir une valeur ajoutée pour l'entreprise. Indépendante, c'est ce qu'on va voir, c'est la position de l'audit au sein de l'entreprise, c'est-à-dire la mission d'audit ou bien le travail de l'auditeur ne doit pas être influencé. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. En principe, si par exemple, dans le cas d'une défaillance, c'est le directeur général qui est impliqué. Dans ce cas, l'auditeur, normalement, il doit le mentionner parce que sa mission est indépendante. Mais entre parenthèses, ce n'est pas toujours le cas. Je vais vous dire par la suite pourquoi. Donc, l'audit est ainsi un processus rigoureux d'identification des problèmes ou bien des anomalies. Il peut conduire à des recommandations pour corriger les dysfonctionnements ou prévenir leur récurrence et empêcher les risques identifiés de se réaliser. OK? Très bien. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? C'est l'audit, il est là pour assurer le bon fonctionnement de tout ce qui se passe au sein de l'entreprise, surtout essayer de contribuer à une réduction des risques, parce que pour faire l'audit,
on doit faire appel à ce que j'appelle la gestion des risques, c'est ce qu'on va voir par la suite. Et tout ça, bien sûr, en formulant des recommandations qui peuvent agir et corriger toutes les défaillances détectées lors d'une mission d'audit. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Et là, s'il vous plaît, c'est la synthèse de toute cette première partie. Oui, c'est clair, madame. Parfait. Donc, je reviens toujours au niveau des caractéristiques. Donc, c'est un examen critique. S'il vous plaît, d'ailleurs, hier on a dit, d'ailleurs, il y en a qui a dit c'est un examen des professionnels, l'audit c'est une vérification, l'audit c'est un contrôle, mais en synthèse, on dit c'est un examen critique. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit que l'auditeur doit avoir un œil critique. Tout ce que normalement on doit regarder, on doit se poser la question, est-ce que c'est ce qu'on doit avoir normalement? D'accord? Et d'ailleurs, moi, je peux juste ouvrir une petite parenthèse. Ces questions, on parle du flair, c'est-à-dire est-ce que l'auditeur vraiment, parce que sincèrement, je peux vous dire, c'est pas parce qu'on a fait des études d'audit qu'on peut être un mauvais auditeur ou un bon auditeur. C'est vrai que la formation est essentielle, mais être un bon auditeur, parfois, ça demande une capacité autre, c'est-à-dire est-ce que nous avons cet esprit critique-là? C'est pourquoi je vous l'avais dit hier, c'est au niveau des fonctions de top management, le but, c'est de vous ramener à réfléchir avec un certain raisonnement, avec une certaine logique et surtout avoir un esprit ouvert et un esprit critique. D'accord? C'est pourquoi donc je dis que l'audit, c'est un examen critique d'une situation qui doit être préparée soigneusement et basée sur une collecte d'informations permettant d'aboutir à une opinion. Voilà. C'est-à-dire, d'ailleurs, ce que je viens de dire au niveau de la collecte des informations, c'est ce qu'on va voir au niveau de la démarche d'audit et comment doit se dérouler une mission d'audit en général. Il doit s'assurer de la validité matérielle des éléments à contrôler. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est par exemple la sincérité, c'est-à-dire il ne suffit pas par exemple de vérifier les factures, les papiers, mais lorsqu'il y a par exemple une facture d'achat d'immobilisation, je dois faire le contrôle pour savoir est-ce que vraiment l'immobilisation existe. S'il s'agit d'un achat de marchandises, il faut vérifier est-ce que vraiment la marchandise existe. Donc, il cherche à évaluer la concordance entre les assertions et la réalité. Les assertions, c'est quoi? Là aussi, c'est la terminologie d'audit. C'est ce que dit l'entreprise. La réalité, c'est ce qui doit exister réellement. D'accord? Et ce, en examinant les dispositifs qui sont censés garantir l'adéquation des actions d'une part, et en étudiant la pertinence des actions elles-mêmes et le résultat d'autre part. Donc, finalement, qu'est-ce que vous comprenez? Que l'audit, bien sûr, il va se baser sur une base de données pour auditer. La base de données, ce sont les informations que l'entreprise lui donne. L'auditeur, bien sûr, il doit vérifier la cohérence de ces informations avec ce qui existe réellement. C'est pourquoi l'audit, il doit réaliser une mission sur le terrain pour vérifier réellement ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Et tout ça, bien sûr, va se traduire par la formulation d'une opinion motivée dans le cadre d'un rapport d'audit. Et avec ça, la mission d'audit, bien sûr, va prendre, si vous voulez, c'est-à-dire fin. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, c'est clair, madame. Voilà pour cette introduction générale. Très bien. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions maintenant? Je vous écoute. S'il vous plaît, dites-moi, demain maintenant, vous êtes dans les deux sessions, Yak. Hein? S'il vous plaît. Les étudiants des deux sessions, ils m'ont suivi. Oui, madame. Oui, madame. Bien, donc, normalement, je vais ouvrir à chaque fois deux. Parfait. Très bien. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Ça va? Non, madame, c'est clair. Madame, Très bien. Donc, oui? Oui? vous avez dit que l'audit interne, parfois, il ne peut pas être objectif. Oui. Je vais vous dire, bon, on va, parce qu'on va parler par la suite. C'est comme un exemple très simple.
il est protégé. Parce qu'il y a les normes d'audit où il y a l'objectivité et l'indépendance. Et ça n'empêche, puisque ce que c'est très bien. On a juste une petite réponse. Normalement, les normes d'audit, c'est-à-dire le référentiel qui guide de notre métier. Les normes d'audit, il y a que l'auditeur, il doit être objectif, il doit être indépendant, il est protégé. Il y a un auditeur. Supposons que si je travaille dans une entreprise, ça veut dire en même temps, je suis salarié. Très bien. Je fais un audit. Je constate dans cet audit que la direction générale est impliquée. Quand je vais rédiger mon rapport et je vais déclarer ces défaillances, là, je suis protégée par les normes. Mais à votre avis, le fait que vous êtes salarié, est-ce que vous pouvez à chaque fois dire que c'est le directeur général qui est impliqué? S'il ne peut rien vous faire pour le moment, parce que vous êtes protégé par la norme, il va vous chercher quelque chose par la suite. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? On va vous mettre à la porte, simplement. Et d'ailleurs, dans la pratique, nous avons eu pas mal de cas. Il y a les auditeurs, les bras vraiment, parce qu'ils disent que moi, je suis protégé par les normes. Alors, ils vont faire ça, mais ils vont passer toute leur vie à passer d'une entreprise à l'autre. Parce que si pour le moment, une fois vous rédigez le rapport, le directeur ne peut rien vous faire, les NA, vous êtes protégé, automatiquement, il va chercher par la suite. Et le fait que vous êtes salarié, vous êtes subordonné à ce directeur-là, automatiquement, alors on ne peut pas avoir cette objectivité à 100%. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis, c'est entre parenthèses. D'accord? Il y a la limite qui est. Par contre, si je suis un auditeur externe, je suis prestataire de service, donc là, je suis bien objectif, mais même avec ça, alors je ne peux pas être objective à 100%. Allège. Dans la pratique, comment ça se passe? L'entreprise, peut-être un cabinet, il devient cliente de ce cabinet-là. Là, j'ai le cabinet en tant qu'entreprise. L'entreprise, elle a le portefeuille dialogue. Si à chaque fois, bien sûr, il va travailler à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise, alors automatiquement, l'entreprise, elle va changer. Elle va chercher un autre cabinet. Et pour lui, ça va être un chiffre d'affaires en moins. Est-ce que vous avez compris? Donc, finalement, l'auditeur, il travaille soit, je dirais, entre parenthèses, de manière honnête ou de manière malhonnête dans certains cas. D'accord? Parce qu'on va voir, on a vu que les grands scandales financiers, alors les auditeurs étaient impliqués là-dessus. D'accord? Pour le compte de son mandataire, le mandataire. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour que je vous dise cette objectivité, normalement, alors, elle est limitée. Par contre, l'audit légal, l'audité n'a aucune relation avec l'auditeur. Est-ce que vous avez compris? L'audit légal s'agit par la force de la loi. Dans ce cas, je peux dire que l'audit légal, il est objectif à 100%. Entre parenthèses, là, la corruption. Est-ce que vous avez compris? Parce que, par exemple, le contrôle fiscal, alors c'est un contrôle légal. Mais même dans le contrôle fiscal, il y a la corruption. Donc là aussi, il y a le risque. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc finalement, l'objectivité, les normes d'audit sont valables pour toutes les missions d'audit. C'est ça ce qu'on doit avoir en principe. Mais la pratique, je vous dis, cette objectivité, entre parenthèses, elle peut être atteinte. On verra d'ailleurs ça dans les cas pratiques et vous allez voir. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est très clair. Madame, Merci beaucoup. une question. Ah. Est-ce que l'audit légal travaille aussi dans des cabinets? Alors, c'est un audit externe. Non. L'audit légal est externe, certes, mais ce n'est pas dans des cabinets. Les cabinets, s'il vous plaît, ce sont des entreprises privées. Est-ce que c'est clair? Mais l'audit légal, soit ce sont des commissaires aux comptes, soit c'est par exemple les auditeurs qu'on a dans les cours des comptes, d'accord? Soit par exemple un organe de tutelle, c'est-à-dire par exemple dans le cas des banques, le cas des assurances, le cas par exemple des organisations publiques ou bien les cas des entreprises publiques, des établissements publics et ainsi de suite. D'accord? Très bien. C'est bon? Oui. Est-ce que l'audit contractuel est forcément un audit externe? Bien sûr, externe. Mais qui est interne? Le cas interne, il y a un salarié. Est-ce que vous avez compris? Le fait de le contractuel, elle n'a pas, c'est-à-dire un contrat entre la société et le cabinet d'audit. Oui, Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Très bien. L'audit interne, c'est un salarié, comme un comptable.
Bon, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Donc, merci. Très bien, bonne journée. C'est bon? Merci à vous, madame. Bonne journée. Bonne journée, Madame, merci, madame. Merci, madame. bonne journée à vous aussi. Je vais vous déposer le complément de... Merci, madame. Je vous en Bonne journée. prie. S'il vous plaît, n'oubliez pas les principes. Madame.